Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue sur les ondes de Canal M à l'émission Porte-Parole. C'est quoi le but de notre émission? C'est simple, c'est que on veut vous toucher, on veut vous inspirer et on veut aussi vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. Alors, je suis avec Étienne Drapeau aujourd'hui, puis je suis vraiment content. Hey, salut mon ami! C'est cool. Non, c'est vraiment le fun parce que nous autres, on se connaît sans se connaître tant que ça depuis des années, mais où j'ai eu un moment de connexion avec toi, c'est l'année passée, ou c'est l'hiver passé. Ouais. Fait une conférence, on a passé la soirée ensemble. Tu étais là avec ton père, ta copine, puis j'ai dit, Christy, j'ai une bonne vibe avec ce gars-là, puis c'est pas pour rien, il y a récemment notre chum Robert Savoie qui organise des ateliers, des conférences. Il dit, je vous verrai ensemble avec moi là, dans une formule tout inclus, puis on va triper les trois puis faire une retraite. Hey, j'ai dit oui tout de suite. J'ai même pas demandé si ça payait ou pas. Moi non. C'était secondaire. Ben, il a peut-être senti la connexion, le côté humain, peut-être ce qu'on partage, toi et moi, puis peut-être ça aussi qu'on a ressenti quand on a eu la chance, toi et moi, de passer plus de temps ensemble. Pour mettre les gens dans le contexte, tu donnais une de tes conférences, moi je chantais, puis ta conférence nous a touchés. J'ai vécu un moment avec mes parents, un des plus beaux, puis je n'exagère pas en disant un des plus beaux moments de ma vie. Parce que je suis allé... tu parlais du lien avec ton père, avec tes parents, et puis ça nous a rapprochés, mes parents. Je suis allé voir mes parents, je les ai serrés dans mes bras. Quand je leur ai chanté la chanson de mon père et ma mère, et j'ai vu ma mère pleurer, mon père, les larmes aux yeux, mon père qui est pas très émotif en général. Fait que donc, ta conférence a ouvert une valve dans le cœur, dans l'âme de moi, de mes parents, puis on s'est tous mis à pleurer, on s'est serrés dans nos bras, puis on n'a pas vécu ça souvent. C'est le fun que tu me le partages. Moi, ça me touche, puis en plus... Ton amoureuse est là, donc elle est témoin aussi de la connexion que tu vis avec tes parents, peut-être d'une nouvelle façon. Donc, ça fait que c'est une connexion que tu vis en intimité. Puis moi, j'ai été comme un élément... Déclencheur, rassembleur. Je disais, c'est donc bien le fun. C'est pour ça que nous autres, on n'a pas le choix. La barre est haute. Il n'y a pas de place à la bullshit. Peut juste être dans la vérité, toi puis moi, maintenant. Là. Puis c'est ce que j'ai aimé aussi de toi, quand tu discutes, on sent que t'es vrai. On sent que c'est quelque chose qui vient du cœur. Puis c'est fou à quel point la parole, j'appelle ça, la parole bienveillante peut toucher le cœur des gens quand on est dans l'authenticité, dans la vérité. Ma phrase préférée que j'écrivais dans tous mes cahiers de poésie quand j'avais 15 ans, c'est Guillaume Apollinaire, mon poète préféré, qui disait « Parce que fondé en poésie, nous avons des droits sur les paroles qui forment et défont l'univers. » Donc, à partir d'une seule parole, d'une pensée à la base, mais d'une parole, d'un écrit, ça ramène au logos, au concept de la Grèce antique, du sens, de la raison, de la parole. Le logos dans les Saintes Écritures, mais la parole a un pouvoir extraordinaire. Donc, à travers ce que je fais comme chanteur, à travers mes livres, mon écriture, juste la parole bienveillante à tous les jours, on peut... Sans vouloir utiliser des clichés, on peut changer le monde. On peut faire une grosse différence dans la vie des gens. C'est capoté que tu parles du mot logos parce que Viktor Frankl, qui a écrit Man's Search for Meaning. Un de mes livres préférés de toute ma vie. Pas vrai? Ah, écoute, c'est une bible, ça, je le conseille à tout le monde. C'est un de mes top 3, top 4 livres à vie. D'accord avec toi. Et il a quand même créé une approche thérapeutique qui s'appelle la logothérapie. La logothérapie, comme tu le sais. absolument, oui. Et c'est drôle parce que quand je parle de Man's Search for Meaning ou la logothérapie, les gens me regardent comme si c'était écrit à louer dans leur front. Donner un sens à sa vie, trouver un sens à sa vie, ouais. Trouver un sens à sa vie à travers les épreuves. Je te dirais que c'est à partir de ce livre-là qui a été une grande inspiration pour mon deuxième livre, Vivre, aimer, souffrir et recommencer, comment donner un sens à ta souffrance. Parce que moi, oui, absolument, c'est effectif. Quand je te dis qu'on est connecté, quand je t'ai entendu parler de Viktor Frankl, je dis tabarouette, il commence fort, lui. Avec genre un de mes 3-4 livres préférés à vie, tu m'aurais dit tes livres préférés, je te l'aurais sorti, tu sais. Puis ma conjointe a été malade pendant 2 ans, on a perdu quelqu'un de l'Alzheimer. Fait que ça a été un gros questionnement. Mon premier livre était sur le bonheur, puis le deuxième a été sur la souffrance. Comment tu donnes un sens à ça? À un certain moment, je me suis dit, tu sais, je posais des questions à la vie, puis un peu grâce au livre de Viktor Frankl, j'ai compris que faut que tu arrêtes de poser des questions à la vie. La vie, c'est le test.
Quand tu t'en vas faire un examen à l'école, le professeur ne te donne pas les réponses. C'est toi qui trouves les réponses. Si tu as les réponses d'avance, ça te donne quoi de faire le test? Donc, la vie, c'est le test et c'est à toi de trouver les réponses. Tu dois à donner un sens. C'est quoi le sens de telle épreuve? Ben, c'est le sens que tu vas lui donner. Aussi ridicule que ça puisse paraître, tu comprends? Ben, je trouve ça fascinant de t'écouter parce que, tu sais, quand on nomme Étienne Drapeau, les gens disent « Ah ouais, c'est le gars qui a joué au hockey, c'est le beau bonhomme, c'est ci, c'est ça. » Puis quand on gratte, il y a une sagesse, il y a aussi de la souffrance à laquelle tu as donné un sens. Mais c'est le fun d'avoir accès à ça. Puis quand on lit tes livres, quand on t'écoute parler entre tes chansons, dans des entrevues, on se rend compte, tabarnane, c'est pas superficiel. C'est le fun, mais je suis persuadé que tu l'as déjà été comme moi, là. Tu sais, on a déjà été j'allais dire des nonos, mais j'ai été un joueur de hockey, hein? OK. Ça sous-entend quoi? Non, écoute, je généralise, puis c'est peut-être pas super gentil envers les joueurs de hockey, mais il faut évoluer, il faut changer, tu sais. Je veux dire, j'ai été à une période où, dans le hockey, c'est un monde... on se le cachera pas, de compétition, un monde macho, un monde où il n'y a pas beaucoup de place à l'empathie, la compassion, à l'émotivité, la sensibilité. Tu sais, peut-être que j'ai joué à une époque où c'était encore rough, ça a peut-être changé, je l'espère aujourd'hui, mais j'ai pas toujours été comme ça, tu sais. Puis je pense que oui, j'ai été un joueur de hockey à un certain moment, mais je pense qu'il y a eu un point tournant au début de la trentaine où, après avoir réussi jusqu'à un certain point dans le hockey, j'avais été repêché par le Canadien de Montréal. J'ai joué 4 ans professionnel. Puis au début de la trentaine, là, je sortais de mon album, mon 3e album, qui s'appelle Paroles et musique. J'avais eu 2 gros numéros 1, dont peut-être ma chanson la plus connue, T'es ma femme, T'es la plus belle. Des millions d'écoutes, des views sur YouTube. J'ai fait une tournée de 100 spectacles. Financièrement, ça commençait enfin à bien aller. Puis à un moment donné, j'ai eu un déclic. Puis au début de la trentaine, j'ai fait « Hey, je peux pas passer toute ma vie à me définir avec combien de spectacles je vais faire, combien de numéro 1 je vais réussir à avoir, combien d'argent je gagne. » À la fin de ma vie, quand je vais regarder en arrière, je veux être aussi fier de l'être humain que je suis puis de ce que j'ai accompli pour faire du bien, pour faire ma marque, pour aider les autres, tu sais, que de l'artiste que j'ai été. Parce que pour moi, c'était d'une égale valeur. 50-50, aussi encore plus peut-être. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une transformation. Puis ça, j'apprécie ce commentaire-là que tu me fais. Puis les gens ont remarqué ça aussi. Quand je suis arrivé à Star Academy, à l'époque, je sortais du hockey. Fait que j'étais encore dans le minding. J'étais en shape. Parce que j'étais bâti comme toi dans ce temps-là. Tu sais, j'étais en shape. J'étais confiant. J'étais coq. J'étais le même gars en dedans. Oui. Mais l'apparence, ce que je dégageais, c'était la confiance. J'étais sûr de moi. Moi, j'avais pas peur de ça, aller chanter devant 3 millions de personnes. Puis c'est ce que je disais en entrevue. T'sais, fait que les gens m'ont peut-être un peu étiqueté ou vu de cette manière-là, comme exactement le joueur de hockey. Puis avec les années, je pense que les gens ont appris à me connaître. Puis avec la série de conférences que j'ai fait l'année passée, 52 conférences partout à travers le Québec, les gens venaient parce qu'ils m'aimaient comme chanteur, puis ils se disaient, Étienne Drapeau fait une conférence, OK, sur le bonheur, les épreuves, la souffrance, OK. Puis là, quand il sortait, un peu comme tu le faisais, il disait, OK, je savais pas que t'étais ça, que t'avais vécu ça, que t'avais peut-être un peu, sans vouloir trop me lancer des fleurs, mais cette profondeur-là où... j'ose pas dire sagesse, là, parce que je peux pas dire ce mot-là, là. Je suis pas encore assez vieux pour ça. Mais t'es en quête. T'es en quête de sagesse. Absolument, absolument. Comme je pense qu'on devrait tous l'être jusqu'à un certain point. Mais... ce qui est intéressant quand tu parlais de hockey tantôt, moi, je remarquais, à part dans les séries éliminatoires, quand une équipe élimine une autre, il y a la célèbre poignée de main après. Tandis que dans d'autres sports, si tu regardes le soccer ou le football européen, ils se serrent la main, tout le monde, avant le match. Ah oui, je savais pas ça. Oui, tu sais, il y a les hymnes nationaux, puis après ça, les joueurs se serrent la main, un après l'autre, comme ça. Puis je me dis... ça changerait-tu la game? Ça changerait-tu la dynamique sur une patinoire si tu avais un contact visuel avec l'autre joueur de hockey qui est ton adversaire, mais en même temps, je te serre la main. On s'en va à la guerre tantôt, mais je te serre la main avant. Bon match, le kit. Je ne sais pas si ça se pourrait faire ça. C'est une bonne question. Est-ce que ça aussi, ces poignées-mains-là dans les combats, tu sais, dans les sports où c'est beaucoup plus physique, où il y a beaucoup plus de, j'oserais pas utiliser le mot violence, mais le contact physique de violence, peut-être que là, la ligne est un peu plus mince. Parce que quand on jouait au hockey, c'est fou ce qu'on a vécu, puis comment on venait à détester les gens devant nous. Puis moi, je me suis toujours, peut-être pour ça, senti un peu un loner dans le hockey. Je me suis jamais senti à ma place. Pourtant, j'étais bon.
quand j'étais 15 ans, j'étais deuxième meilleur compteur de la Ligue Midget 3A, derrière Daniel Brière, qui a joué pour le Canadien de Montréal. C'est ton époque, ça. Oui, mais Daniel avait été repêché beaucoup plus loin, junior, parce qu'il était tout petit. Puis moi, j'ai 15 ans, j'étais 6 pieds 1, 180 livres. Et puis, je suis devenu joueur de hockey par la force des choses. À 16 ans, j'avais le même agent que Patrick Roy, Vincent D'Anfous, Pierre Turgeon, tous les grands noms de la Ligue nationale. Fait qu'à 15 ans... T'étais destiné à quelque chose de gros, écoute, puis j'avais... Oui, je jouais du piano. Oui, j'écrivais de la poésie, je lisais, j'étais un amoureux. Mais à 15 ans, tu as un agent de 45 ans, Pierre Lacroix, à l'époque, qui est devenu DG des Nordiques, qui vient de te voir, te rencontre avec tes parents, 3 monsieur qui arrivent en saut, ils te payent le souper dans un gros restaurant chic, puis ils te disent, toi, tu vas jouer dans la Ligue nationale. Tu te poses pas longtemps la question, non, je suis pas un joueur de hockey. Moi, je veux chanter dans la vie. Moi, je veux écrire de la poésie, je veux écrire de la littérature. Je suis peut-être plus un artiste. Tu dis, moi, je vais faire un joueur de hockey. J'en mangeais du hockey. Mes murs étaient tapissés de posters de joueurs de la Ligue nationale. Donc, tu te poses pas cette question-là. Et c'est avec les années, quand j'ai commencé à chanter un petit peu plus dans les bars, quand j'ai commencé à faire plus de musique, à écrire mes chansons, que le processus s'est fait, puis j'ai réalisé que j'étais pas heureux dans le hockey. J'étais pas un joueur de hockey. C'était pas mon monde. Puis je veux pas dénigrer ce monde-là. Mais c'était pas pour moi, puis j'avais l'impression que j'allais accomplir plus en dehors du hockey que j'aurais pu le faire dans le hockey. Puis aujourd'hui, je suis heureux d'avoir pris cette décision, d'avoir bifurqué, d'avoir troqué mon bâton de hockey, qui est un bâton de bois, pour un autre, qui est une guitare, mettons. Ou un micro, mais en même temps, tu ajoutes aussi une belle corde à ton arc comme auteur, comme conférencier et... quand on regarde ton parcours, tu as été impliqué au niveau humanitaire à Sainte-Justine, Opération Enfant Soleil, tu en as des implications, les centres jeunesse. Je veux dire, tabarouette, t'en as donc bien fait des causes. Ouais, mais tu sais, quand je te disais qu'à la trentaine, il y a eu un chiffre qui s'est fait, c'est devenu presque plus important dans ces années-là que ma musique. Je sais pas pourquoi. La trentaine, la réalisation aussi à ce moment-là que mes parents vieillissaient, puis qu'ils seraient pas toujours là, puis cette envie-là de m'ouvrir sur le monde aussi, de voyager, de voir qu'est-ce qui se passait ailleurs dans le monde, de venir en aide aux gens, pas juste au Québec, ici, ailleurs, qui s'est traduit dans plein de choses. Je suis devenu aussi à ce moment-là porte-parole de Sainte-Justine au cœur du monde, qui est la branche internationale de Sainte-Justine, où c'est une équipe médicale, une vingtaine de personnes, chirurgiens cardiaques, cardiologues, inhalothérapeutes, infirmières, qui partent à chaque année, qui prennent leurs vacances. C'est pas l'hôpital qui leur donne du temps, c'est leur propre temps de vacances, ils sont pas payés. Wow. Et ils partent dans des pays, à l'époque, exemple, moi je suis allé en Éthiopie, je suis allé au Sénégal, je suis allé au Maroc, on est allé aussi en République dominicaine. Et à l'époque, aujourd'hui, ça a doublé de population, même si c'est pas plus, mais à l'époque, l'Éthiopie était un pays de 90 millions d'habitants. Et dans tout le pays, il y avait un seul hôpital où on pratiquait la chirurgie cardiaque. Et non pas seulement sur les enfants ou les adultes, pour tout le monde. Puis c'est un des pays les plus pauvres au monde, non seulement les plus pauvres d'Afrique, mais l'Éthiopie est un des pays les plus pauvres au monde. Donc, dans ces pays-là, quand tu viens au monde avec une malformation cardiaque, tu es un enfant, tu es presque condamné. Et là, les gens partaient, puis pendant 2 semaines, ils opéraient 2 patients par jour. Donc, 7 le matin, 7 l'après-midi. Et je me souviens qu'au départ, quand on arrivait, il paraît que les gens faisaient des distances pas possibles de tous les coins du pays, à pied, 2-3 jours. Et bon, là, c'est peut-être romancé, il y en a peut-être qui en mettaient, là, mais je veux dire, la cour intérieure de l'hôpital était remplie de familles avec leurs enfants dans les bras, des petits-enfants qui avaient des problèmes cardiaques, des malformations cardiaques, une valve qui ne fonctionne pas. Et puis là, les médecins avaient la tâche de dire, OK, mettons, je sais pas, moi, il y avait 60 enfants, 70, lesquels 14 on opère. Lesquels 14 qui ont le plus de chances de survivre, parce qu'il y en a qui n'avaient pas de chance de s'en sortir, ou presque, où les chances étaient tellement minces qu'il était mieux de prendre la chance d'opérer un enfant qui avait, mettons, 70% des chances de s'en sortir. Puis à chaque fois que je compte cette histoire-là, je me dis, wow, la tâche que ces médecins-là ont de choisir 14 enfants, puis de dire aussi aux autres familles, excusez, c'est pas possible, mais on pourra pas opérer votre enfant. Puis en Éthiopie, en plus, on en a perdu un lors de l'opération. Puis j'ai vu les médecins arriver à l'hôpital le soir, à l'hôtel, la face, les traits tirés, le visage bas. On en a perdu un cet après-midi. Puis tu sais, comme avoir besoin justement de sortir la guitare, prendre un verre, puis de décanter. Fait que tu sais, ça a été des expériences pour moi. Tu sais, je te raconte ça vaut... Je sais pas, tu pourras me le dire, tu pourras me répondre qu'est-ce que tu en penses. J'allais dire, ça vaut tellement plus qu'un spectacle puis que de faire de la musique. Mais en même temps, c'est la musique qui m'a amené là. Si j'avais pas fait de la musique, si j'avais pas été leur porte-parole, grâce à ça, j'aurais pas fait ça. Fait que j'ai vécu ça avec Sainte-Justine dans 3 ou 4 pays à travers le monde. Permets-moi, c'est peut-être bancal, mais tu sais, le chirurgien va se servir d'un scalpel pour ouvrir le cœur puis avoir accès à la chirurgie. Toi, tu as un micro, tu as une voix qui ouvre le cœur, tu as ton vécu.
je deviens ému quand je te parle de ça, mais je trouve ça beau de voir que un beau bonhomme comme toi, qui s'en va s'associer à une cause et qui s'en va toucher le cœur des gens comme un cardiologue, mais pas de la même façon. C'est tellement beau ce que tu viens de dire là, parce que tu sais, je te parlais de ta conférence tantôt, puis j'ai tout de suite fait le lien. Quand tu as dit tu touches le cœur des gens, tu n'étais pas avec des instruments, un scalpel ou tout ça, mais avec ce que tu fais. Puis tu sais, on n'est pas là à se faire des fausses flatteries. Là. Tu sais, je te dis la vérité, moi je suis dans la vérité. Là. C'est la plus grande valeur dans ma hiérarchie des valeurs, la vérité est ma plus haute. Puis ce que tu as fait avec ta conférence, quand tu dis tu touches le cœur puis tu ouvres une valve, ben toi non plus tu le fais pas avec un scalpel. Non. Mais le moment que tu nous as permis de vivre, parce que tu as accepté de te déplacer à Drummondville, à venir faire une conférence, parce que tu as travaillé ta conférence, parce que tu as livré ton cœur, tu as ouvert ton cœur avec authenticité, tu nous as touché, mon père, ma mère et moi, à un moment que je vais me rappeler toute ma vie. Sur Spotify, quand on fait jouer nos chansons, il y a une petite vidéo de 8 secondes. La chanson, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « À mon père et ma mère » que je leur ai chantée à ce moment-là quand je suis allé les voir parce que tout le long de notre conférence, mon père et moi, on se regardait, ma mère, on se serrait dans nos bras. Je me souviens de vous voir. Ah, c'était quelque chose, là, puis j'ai pas vécu ça souvent avec mes parents. Puis là, pendant la chanson, je suis allé voir mes parents pendant le solo de musical. Il y avait une trame sonore qui jouait, puis j'ai serré ma mère dans mes bras qui pleurait. Puis mon père était tout ému, il avait les larmes aux yeux. Mon père, je l'ai rarement vu dans ma vie, les larmes aux yeux. Là. Et puis ma blonde était à côté, elle a filmé ce moment-là. Et si tu vas sur mon Spotify après l'entrevue, puis tu cliques ma chanson « À mon père et à ma mère », le 8 secondes. C'est ce moment-là. Qui joue. Le reste, dans mon Spotify, c'est presque tous des vidéoclips, parce que j'en ai pas beaucoup de chansons. D'ailleurs, j'ai même un vidéoclip officiel pour cette chanson-là, mais le vidéo de 8 secondes qui est là, qui va rester là toute ma vie, puis que quand je vais avoir 60 ans, s'il y a encore des vidéos de 8 secondes, c'est à la conférence à cause de ce moment-là. Donc, envoie-le-moi. Ah, avec plaisir. Envoie-moi le lien, Étienne Drapeau, pour ceux qui viennent de se joindre à l'émission. Donc, c'est intéressant de voir ton parcours et que tu mettes ta popularité, ta renommée, ta réputation au service de cause. Mais pourquoi Sainte-Justine au cœur du monde? Pourquoi les centres jeunesse et pourquoi le Téléthon Enfants Soleil? Pourquoi toutes ces causes-là? Puis, tu sais, réunir ça, ça touche beaucoup la jeunesse. Oui, effectivement, il y a un dénominateur commun parce que j'ai été presque aussi 7 ans porte-parole avec les centres jeunesse du Québec, où j'ai été porte-parole, puis je participais à chaque année à la route sans fin, qu'on faisait entre 1200 et 1400 km de vélo. Ben oui. On faisait entre 100 et 140 km de vélo par jour. On partait à 8 h le matin, on arrivait à 5 h. Et les jeunes, c'est spécial en centre jeunesse parce que c'est soit des jeunes défavorisés, abusés ou des jeunes contrevenants, tu sais. Fait que tu sais pas lesquels sont qui, là, tu sais, fait que tu travailles avec eux autres. Et puis, les jeunes s'entraînaient pendant plusieurs semaines pour réussir à faire la route sans fin, pour faire le 100-120 km. Mais c'est sûr qu'il y avait un petit autobus scolaire, puis quand les tout petits, il y en avait des tout petits, là, 5-6 ans, 7 ans, puis quand ils sont plus capables, ils les embarquent dans l'autobus derrière, mais tu sais, ils se sont entraînés, puis ils se donnaient, puis il y en a qui faisaient toute la run à côté de nous autres. Puis une image que je trouvais extraordinaire, autant au sens propre que figuré, c'est quand on arrivait dans une côte. Tous les adultes, les jeunes n'ont pas la force musculaire pour monter la petite côte, là, puis ils rushent, le petit jeune de 7, 8, ou même 10, 12 ans. Puis là, on se mettait, puis on pédale en tenant le guidon à une main, puis là, on mettait une main dans le dos de l'autre, puis là, on pédalait 2 fois plus. Puis le jeune, il continuait à pousser, mais c'est nous, avec une main dans le dos, qui aidait le jeune à monter la côte. Ouais. Puis ces jeunes-là, ils ont besoin de ça. Toi aussi, tu as travaillé dans l'humanitaire, tu as travaillé avec des jeunes, tu le sais. Moi, les jeunes s'ouvraient à moi. On faisait du vélo. Là. Il y a un jeune, des fois, qui venait à côté de moi. Je sortais de Star Academy. Là. J'étais très connu. J'étais jeune à l'époque. J'étais beaucoup plus jeune. On parle de là, 15-20 ans. Les jeunes s'ouvraient à moi puis ils me racontaient leur vie puis des fois leur histoire. En vélo, là, comme ça, là, je les connaissais pas. Puis ils me racontaient des choses pas possibles. Là, des choses qu'ils avaient vécues là, dans des détails. Des fois, je me disais, mais voyons, mais pourquoi qu'il me dit ça, le petit gars? Là? Ça fait 20 minutes ou 1 heure qu'on pédale l'un à côté de l'autre. Puis là, il me disait, ben moi, ma mère ou telle affaire. Des trucs que tu veux même pas répéter. Là. Puis je me disais, mon Dieu, ces jeunes-là, il y a peut-être des jeunes là-dedans qui n'ont jamais eu une parole d'encouragement dans leur propre vie. T'sais. C'est ce qui peut faire la différence entre un jeune qui réussit puis un qui va sombrer, d'avoir une personne qui croit en lui, d'avoir une personne qui met une main dans le dos puis dit hey, mon jeune, t'es capable. Puis Dieu sait que
Dans ma famille, mon frère, mon unique frère plus vieux, est un éducateur spécialisé. Il a travaillé toute sa vie avec ces jeunes, avec ces jeunes-là. Ma belle-sœur est une éducatrice spécialisée. Mon frère puis elle, sa femme, qui sont encore ensemble, se sont connus à 17 ans en technique, en cégep, en éducation spécialisée. Mon cousin est à la tête d'un centre jeunesse. Fait que je pense qu'il y avait ça. Mon frère est 2 ans plus vieux, fait qu'il était mon idole un peu quand j'étais plus jeune. Encore aujourd'hui, parce que c'est un bon père de famille puis le meilleur gars que je connais, mais de voir mon frère, moi, les gens m'ont toujours applaudi. Tu sais, moi, je faisais du hockey, j'étais le premier choix de la Ligue junior majeure du Québec, j'étais un des bons compteurs de la Ligue. Les gens m'applaudissaient. « Ah, t'es beau, t'es bon. » Tu sais, après ça, j'ai changé de forme de profession. Là, les gens m'applaudissent, me disent... Encore. Mais les éducateurs, les gens qui travaillent avec les jeunes dans les centres jeunesse, les jeunes contrevenants, les jeunes qui ont été abusés, il n'y a personne à la fin de ces journées-là qui les applaudit. T'sais. Qui fait « Hey, bravo, Jeff, mon frère s'appelle Jeff, tu as travaillé avec un jeune, tu l'as peut-être sauvé du suicide, puis c'est grâce à toi qu'il revient sur le bon chemin. » Puis moi, ça m'a toujours impressionné, ce travail-là que mon frère faisait. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai décidé de m'impliquer auprès des jeunes et de suivre un peu le chemin que mon frère avait fait, parce que moi, je me disais... Je veux être à la hauteur de ce que mon frère fait. T'sais, mon frère fait ça, lui. Mais moi, je chante. Évidemment, je touche les gens d'une autre manière, mais je pense que ça m'a beaucoup inspiré de faire ça avec les centres jeunesse pendant au moins 7 ou 8 ans. Mais tu as besoin des deux, Étienne, parce que, et je vais parler aux jeunes, moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de faire mon bénévolat. J'ai besoin de m'ancrer dans une réalité où je vais côtoyer de la pauvreté, de la souffrance, de la détresse, et je me sens utile, même si je fais juste servir un café. Je me sens utile, mais j'ai un buzz fou à faire une entrevue avec toi, j'ai un buzz à faire des conférences, j'ai un buzz à faire des émissions de télé. Alors, pourquoi j'arrêterais l'un au profit de l'autre? Je veux dire, toi, ton frère, il est peut-être dans un état de grâce dans ce qu'il fait, tout comme toi, derrière un micro ou dans un projet humanitaire, tu es dans un état de grâce, mais on pourrait pas t'enlever un ou l'autre. Je veux dire, tu as besoin des deux. Puis cet équilibre-là, j'aime le proverbe chinois qui dit pour être heureux dans la vie, il faut que tu te promènes avec 2 sacs. Un pour donner, puis l'autre pour recevoir. Puis ça donne l'image de la balance, l'équilibre. Donc, tu as ça, toi aussi. On se ressemble pas mal à ce niveau-là déjà. Là. Bien, j'aime ça. Je pense que j'avais jamais vu quelqu'un le verbaliser ou le présenter comme ça. La notion d'équilibre, hein, l'ombre et la lumière, l'ordre et le chaos, le yin et le yang. Tu sais, la ligne est mince, puis on surfe sur cette ligne-là. Quand il y a trop d'ordre, quand tout est prévu, tout est... C'est plate. Mais en même temps, tu ne veux pas vivre dans trop de désordre, trop de chaos. Fait qu'il y a une ligne comme ça où je pense qu'il y a une question d'équilibre et effectivement peut-être on n'a pas à se poser la question si un vaut plus que l'autre. Peut-être que c'est un ensemble de choses qu'on fait, puis on a besoin des deux, et peut-être que ça s'imbrique dans une même mission de vie, peut-être. T'sais. Étienne Drapeau, tu as connu la gloire, tu la connais encore. C'est sûr que 3 millions de personnes à la télé qui t'applaudissent dans Star Academy, c'est pas comme quand tu as 500 personnes dans une salle de conférence, on s'entend, ou dans une salle de spectacle. Mais d'un point de vue humain, tu sais, quand tu reviens d'une mission en Afrique, quand tu reviens de République dominicaine, quand tu reviens d'une tournée avec les centres jeunesse, quand tu fais le levée de fonds à vélo, tu ressens quoi dans ton cœur de côtoyer tout ça? Juste l'Afrique, là. C'était quelque chose. T'es revenu comment de ces expériences-là? Tu reviens complètement changé, complètement transformé, puis ça remet tout plein de choses en perspective. J'ai appris à donner plus d'importance aux choses qui en avaient plus, puis en accorder moins aux choses qui en avaient moins. Je vais donner un exemple. Pendant des années, voyons, pourquoi que les Francopholies de Montréal, ils me prennent pas? J'ai 2 numéros 1 à radio présentement. Mon album cette année est un des meilleurs. Pourquoi lui fait tel show, puis pas moi? Pourquoi telle tune j'ai lancée, elle n'a pas marché? Puis là, tu es là-dedans, puis tu penses à ton petit moi. Puis là, tu reviens de ces endroits-là, puis où il y a des gens. Puis quand je suis allé au Sénégal, on m'a fait faire aussi une petite visite guidée, puis tu vois que les gens vivent dans des maisons en carton, là. Ce que tu as de gros comme ton cabanon, puis en plus, ton cabanon est plus solide que ça dans quoi les gens vivent. Les gens n'ont pas d'électricité, n'ont pas de frigidaire, n'ont pas d'air climatisé, puis il fait 42 là-bas. Je veux dire, ils n'ont pas accès à l'eau courante. En République dominicaine, il y a des bidonvilles où on est allé travailler. Là. Les gens, tellement pauvres, vivent dans des endroits marécageux
où tu n'es pas supposé avoir le droit de vivre. Il n'est pas supposé avoir personne, mais ils peuvent rien faire. Fait que c'est comme de l'eau. Fait que les gens se bâtissent des maisons sur des gens de... C'est pas de l'eau, là, c'est de la vase. Là. C'est ils se bâtissent des petites maisons en carton sur des... Je dis des maisons en carton, c'est même pas des vraies maisons. Le plancher, c'est des boîtes de carton qui ont ouvert, puis qui ont déposé, qui sont souillées, qui sont sales. Il y avait un petit enfant là-bas qui était comme un peu handicapé, qui n'était pas capable de marcher... pas d'usage de ses bras, de ses jambes. Il était très lourdement handicapé mentalement aussi. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'est se ramper sur le sol. Il parlait pas. Et puis la pauvre mère était une mère célibataire. Il y avait comme 5 ou 6 enfants qui se vivaient dans cette maison-là où il n'y avait rien. Rien. Puis il n'y a pas accès à des soins de santé. Fait que quand tu vis ça, là, puis tu sais, je suis pas meilleur qu'un autre là, parce que j'ai vécu ça, là, puis je suis allé là, mais tu vis ça, puis tu reviens, puis juste d'en parler, juste de me remettre dans cet état-là, là, je suis comme... Si que j'aurais besoin de revivre ça. Ça fait longtemps parce que la pandémie a arrêté ça un petit peu. Je me dis, j'aurais besoin de revivre ça parce que quand tu vis ça puis tu reviens, t'as pas envie de t'ostiner, t'as pas envie de klaxonner puis d'envoyer chier le gars parce qu'il a pris ta place au stationnement. Ou de dire qu'au programmateur de tel festival de pas t'avoir choisi parce que pour telle raison, t'es plus dans l'ego, là. Non, t'es plus dans l'ego, puis tu reviens, puis t'as envie de faire le bien, puis tu vis plus dans la gratitude. Les gens vont avoir tendance des fois à se moquer un peu de les gens qui utilisent le mot gratitude, puis apprécier ce que t'as, puis vivre dans la gratitude. Mais moi, je pense que la gratitude, c'est la clé du bonheur. T'aimes ce que t'as, t'apprécies ce que t'as. Tu peux toujours vouloir plus, tu peux toujours vouloir améliorer ton sort, ça, c'est légitime. Ouais. Mais le soir, quand tu te couches, ou le matin, quand tu te lèves, faut que tu regardes autour et tu dis « Hey, je suis-tu chanceux? » Tu as de la bouffe dans ton frigidaire. Tu peux te revirer de bord, là. Tu as assez d'argent pour aller acheter ce que tu veux. À l'épicerie au coin de la rue, tu as toute la bouffe que tu veux. Sans que ça soit en spécial. Oui. Ça, c'est un privilège, là. Ça, c'est énorme. Tu as un frigidaire. Tout le village que j'aime en République dominicaine, qui s'appelle Rio San Juan, il n'y a personne qui a un frigidaire là-bas. Là. Il y a de l'électricité dans le village 2 heures par jour, là. L'électricité part, revient, part. Les gens t'accueillent pour manger. Il y a pas ils vivent au gaz, le poêle au gaz. Quand ils ont fini de manger la nourriture, ils la laissent sur le comptoir. Je capotais. Les œufs passent la semaine sur le comptoir. Là, mettons, ils t'invitent à manger un soir, ils te font un souper, ils te font du poulet. Quand ils ont fini, les gens, ils serrent le poulet dans des choses d'aluminium, puis ils restent sur le comptoir à 42 degrés en dedans, puis ils le remangent le lendemain, puis c'est comme ça. Je te disais que j'ai découvert la République dominicaine dans un vidéoclip, j'ai tourné là-bas, je suis amoureux. La jeune comédienne mannequin qu'on a choisi, on l'a choisi parce que c'était une fille du village qui travaillait dans des petites productions, puis tout ça, puis qu'elle avait l'air d'une fille jeune, simple, belle, tu sais, comme le concept était un gars qui partait... qui était tanné de la ville, puis qui partait, là, c'est un coup de tête en complet avec un sac, puis il arrivait, puis il tombait amoureux d'une fille du village. OK. Bon. Scoop, c'est arrivé parce que je suis comme tombé amoureux à ce moment-là. Ça fait longtemps. Là, je suis vraiment tombé amoureux d'elle. À l'époque, j'avais une conjointe. Bon, ça allait pas super bien. Elle avait un chum. Puis ça, je l'ai jamais raconté. Puis quelques mois plus tard, elle m'écrivait. Puis on s'écrivait via Google Translate. Tu sais. Elle me disait, quand est-ce que tu reviens? Puis je disais, merci de prendre des nouvelles. Ben écoute, j'aimerais bien ça revenir faire un tour un jour. Puis toi, comment ça va? Ton copain, comment il va? Ben, j'ai plus de copains. Moi, j'avais plus de copines. Fait que, écoute, on s'est côtoyés un petit peu comme ça. Ça, c'était. À distance, puis vous êtes. Puis là, je suis retourné pour ça. Ouais, tu sais, là, je suis retourné la voir, puis après ça, on s'est fréquenté un petit moment et tout ça, puis j'ai resté là-bas pendant des mois, à des fois. Mais tout ça pour te dire que l'histoire que je te raconte, c'est sa maison, c'est la maison de sa maman. Elle a grandi dans une maison où il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas d'air climatisé, il n'y a pas de douche. Écoute, puis là, on n'est pas 50 ans en arrière, là, on est aujourd'hui, puis on parle d'une jeune fille que tu verrais ici, là, que tu dirais c'est une fille qui va à l'Université Laval ou à l'Université de Montréal, là, tu sais, bien simple, bien belle fille brillante qui a fait une maîtrise en business. Mais elle, il y avait un seau d'eau, là, dehors, là, comme on ramasse l'eau chez nous, puis quand elle allait se laver, il avait construit une petite affaire en béton, fait qu'il prenait une espèce de plat Tupperware, puis il se versait ça sur la tête. Puis les toilettes, c'était des chiottes, comme à l'époque, du temps d'une paix, là. Tu sais, fait que là... Un trou dentaire. Ouais, carrément, j'exagère même pas, là. Fait que, tu sais, tu vois ça, puis tu dis, mon Dieu, tu sais, fait que... C'est ça, tu sais. Puis juste de me remettre dans cet état-là, mais je pense que je suis rendu pas pire pour vivre dans la gratitude, d'apprécier ce que j'ai. À tous les jours, moi, je médite ou je prie tous les matins. Je ne sais plus si je médite ou si je prie. Ça sera une conversation qu'on peut avoir. Est-ce que je suis croyant? Est-ce que je suis pas croyant? Est-ce que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la méditation? Puis quand on en a parlé, j'ai vu que tu avais rencontré le Dalai Lama, Mathieu Ricard, je crois qu'il s'appelle. J'ai lu tous ses livres. Tu sais. Puis tous les matins, un 5 minutes de ma méditation, c'est remercier la vie pour ce que j'ai. Dès que ma méditation sur la gratitude commence, systématiquement, tous les jours, j'aime beaucoup les routines, je pense à mes parents. Je remercie la vie pour mes parents. Je commence, je vois le visage de ma mère à gauche, le visage de mon père à droite. Et tous les jours de ma vie, je remercie
d'avoir eu ces parents-là que j'ai eus qui m'ont apporté, que mon père est encore mon gérant, mes parents venaient à toutes mes games de hockey, ils viennent encore à tous mes spectacles quand c'est pas plus qu'à 3-4 heures de route. Wow. Après ça, je pense à ma blonde. Je dis merci à la vie de m'avoir mis une femme dans ma vie qui était si extraordinaire. Je regarde ma maison, je prends le temps de regarder autour. Je suis pas riche, là, je suis pas multimillionnaire, là, mais j'ai une belle maison que j'aime. Je regarde mon bureau, j'ai un piano, j'ai un bureau, j'ai une belle, tu sais, j'ai une piscine. C'est pas le matériel, c'est que j'ai travaillé fort pour avoir... Tu sais, fait que je remercie tout ça. Fait que je pense que les gens qui regardent la gratitude de haut, puis la méditation, puis qui pensent que c'est une histoire de New Age, là, d'illuminer. Non. Ésotérique. Non, tu travailles sur ça. Tu deviens ce que tu pratiques. You become what you practice, tu sais. Mais moi, je pense que tu es riche de ta conscience d'être dans la gratitude. Tu es conscient de l'abondance que tu as dans ta vie. Et beaucoup de gens sont dans une forme d'abondance, mais ils n'en sont pas nécessairement conscients. Toi, tu es riche d'être conscient. Plus que de tout l'avoir, tu es conscient et on dirait que ça te fait apprécier encore plus ta copine, tes parents, les talents que tu as, le privilège d'avoir un micro, de toucher les gens, de les inspirer, puis en plus, on te paye en retour. Je veux dire, c'est-tu merveilleux? Puis j'aime ça, tu es riche de ta conscience. Puis ça, encore une fois, c'est une phrase, je pense que je vais te voler des phrases, tu vas les écrire à quelque part, là. T'es riche de ton abondance ou de la conscience que tu as de l'abondance. Plutôt. Puis pour quelqu'un d'autre, pourrait regarder ma vie et dire, mais t'as rien, moi je suis multi, tu gagnes combien par année? Hey, moi je gagne 250 000 ou tu sais... 3 millions. Ça n'a pas d'importance comment tu gagnes d'argent, ce que tu fais, ce que tu... Tu sais, t'es riche de la conscience que tu as d'être... On est riche de ce qu'on donne, Étienne. Puis je pense que tu donnes aussi à ta façon, que ce soit du temps, de ton talent, de ton énergie, des dons que tu fais. T'es riche de ça. Puis, et ça, c'est précieux. Puis juste le fait d'être tellement dans la reconnaissance de « Hey, moi, je travaille avec ma douce, je travaille avec mon père, ma mère. » Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est riche de ça, là. Mais je pense que... Puis il y a une phrase, un passage que j'ai écrit dans mon livre qui dit « Si t'es pas capable d'être heureux avec ce que tu as présentement, tu seras jamais capable d'être plus heureux plus tard. Peu importe ce que tu as dans ta vie, faut que tu trouves le moyen d'apprécier ce que tu as. Même si à un moment donné, ça va mal, même si tu es dans le bas de l'échelle, trouve quelque chose pour avoir la gratitude. La gratitude, c'est un muscle, ça se travaille. Apprends à remercier la vie pour plein de choses. Attire le bon, tu sais. Moi, peu importe où j'étais dans ma vie, j'ai jamais dit astique que je vais être heureux quand je vais avoir ça. J'étais à Québec, j'habitais dans un 1,5 à Basseville de Québec. Écoute, j'avais une pièce puis une chambre de bain, puis je gagnais 100 pièces par soir, puis j'avais lâché le hockey, puis mes chums étaient tous millionnaires. Tous ceux avec qui j'avais joué au hockey qui étaient de mon niveau, moi j'ai eu des grosses blessures, ça a été le drame de ma vie. Je pensais que ma vie était finie, puis à un moment donné, ça marchait pas, puis j'ai dit, tu sais quoi, c'est pas moi. J'abandonne tout ça, puis je m'en vais faire de la musique. Puis je gagnais 100 pièces par soir, j'étais pauvre, là. Tu sais, je gagne pauvre. J'étais pas sur le seuil de la pauvreté, mais je gagnais 25 000 par année, là, 30 000 à l'époque, il y a 20 ans. J'étais chansonnier, il y a 25 ans. Tu sais. J'arrivais, je prenais ma guitare, je chantais de 9h à 3h du matin. 9h le soir à 3h du matin, des fois pour 115 par soir. Il y a un bar qui me payait 200 par soir. Je me coûtais 385 à un trou à Basseville de Québec. Mais j'étais heureux. J'étais heureux à ce moment-là. Je me levais le matin, je me faisais mon café, j'étais bien. J'avais 4 murs. Je manquais pas de bouffe. Je prenais ma guitare le soir. Le jour, j'allais au gym 2 fois par jour, des fois. J'allais m'entraîner mon musculaire le matin. Je retournais faire mon cardio après souper. Je partais avec ma guitare. Je rouvrais mon case de guitare. Je me pluguais. Puis à 9h, j'avais 100, 125, 150 personnes qui tripaient. Puis je chantais des tonnes de chansonniers. Puis je passais mes petites compos ici et là, tu sais. Puis je revenais chez nous le soir. Puis je tripais. Puis j'étais heureux, tu sais. Après ça, je me disais pas, quand je vais avoir mon premier album, je vais être heureux. Là, je chante d'un bar. Non. J'étais reconnaissant de dire, hey, j'ai un micro, je chante avec le monde. Après, j'ai fait Star Academy, tu sais. Après ça, et Star Academy n'a pas voulu me signer. J'ai été 2 ans à chanter, puis à me promener, puis à ramasser mes sous pour payer moi-même mon premier album. Mais j'ai toujours, à chaque étape de ma vie, peu importe où j'étais, été heureux. Tu sais, j'ai pas attendu d'avoir... Mon bonheur ne dépend pas d'autre chose. Quand tu comprends ça, je pense là, que tu crées ton propre bonheur, puis tu arrêtes de te dépendre des autres. Puis tu sais, comme là, je vais te donner un exemple. Quand tu vieillis en vieillissant, à un moment donné, tu étunes, je joue plus à la radio. Tous les artistes ont un buzz. Ou à un moment donné, pendant une couple d'années, c'est toi. Là. Mais là, tu joues. Là, je pourrais être malheureux parce que ça fait 7-8 ans.
Les radios me jouent moins. Là, les radios jouent moins, les télés te veulent un petit peu moins. Là, t'as moins de télé, ben là, les diffuseurs, ouais, on le voit moins, tiens. Ben, j'ai décidé de produire mes shows, tu sais. Là, je fais plus les salles de 300-400 comme à l'époque où peut-être mes tunes ont roulé. J'aurais pu me décevoir, me dire, ah, mais là, ça va pas bien, puis pourquoi je suis moins à TV ou en radio? Puis j'ai dit, non, je vais produire moi-même mes shows, je suis tanné d'attendre après les autres. Fait que je produis mes shows moi-même, je loue mes salles moi-même, je fais ma pub moi-même. Ça roule en temps. Puis j'en fais, mais je loue des salles de 100, 125 places. Puis partout où je vais, il y a 100, 125, 150 personnes, puis j'en fais 100 par année. T'es écœurant, pareil. Fait que, tu sais, comme tu comprends-tu, mais un autre, dans ma position, aurait fait, ben là, comment ça, que là, 7, 8 ans ou 10 ans, 15 ans, ça roule. Puis, tu sais, des fois, je suis obligé de monter mon kit de son moi-même, tu sais. Ben oui. Puis je me suis barré le dos avec ça, tu sais, mais... Mais t'étais-tu... On va faire une petite pause après ça, mais... Tu sais, quand tu disais que tu faisais 100$ par soir alors que tes chums, joueurs de hockey, qui avaient tous signé et faisaient des 1 ou 2 millions par année, est-ce que tu as été envieux? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas par rapport à mes chums de hockey parce que j'étais tellement motivé à devenir chanteur puis je savais que j'allais faire du bien avec ça. Là où j'ai besoin de travailler encore aujourd'hui, puis je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est la seule place qui me reste encore à travailler, c'est la télévision. C'est de sentir que c'est plus dur d'année en année de sentir que, tu sais, de faire les grosses émissions de télé, parce que la télé, ça rejoint beaucoup de monde encore. Puis quand tu es en télé, tu vends beaucoup de spectacles, tu vas vendre. Fait que là, de voir qu'un tel passe à la télévision, là, j'ai tendance à avoir une petite envie, là, un petit pincement de crime des fois, tu sais, par rapport à d'autres artistes, puis je travaille là-dessus constamment. Parce que tu es conscient que ça faciliterait la vente des livres, des conférences, puis des albums. Tu le sais, ça t'aiderait. Mais moi, j'ai un de mes chums, Jean-Pierre Chiasson, qui est un médecin puis spécialiste dans l'addiction. Il me dit tout le temps, le bon Dieu nous gâte au besoin, pas au mérite. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que c'est sûr que tu mérites une salle de 1000 places. C'est sûr que tu mérites 500 000 par année. C'est sûr que tu mérites. Mais en même temps, si tu l'as pas, c'est parce que tu en as vraiment besoin. Tu sais, le bon Dieu nous gâte ou la vie nous gâte au besoin. Ce que tu as dans ta vie, c'est parce que tu en as besoin. Si tu l'as pas, t'en as-tu vraiment besoin? C'est génial. C'est intéressant, hein? C'est génial, c'est génial. Moi, je me réserve souvent à dire, tu sais quoi, c'est mon aventure. Si je suis là, si la vie m'envoie ça, j'ai travaillé fort. Si je me pognais le bacon, si j'étais pas proactif, mais si j'ai travaillé, j'ai bûché, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait les bonnes choses, et la vie m'envoie là, c'est mon aventure. L'autre personne, elle a vu ça, mais tu sais pas ce qu'elle a vécu à côté. T'as raison, puis oublie pas une chose. On est toujours le chanceux de quelqu'un d'autre. Ouais. Dans ta situation, il y a des gens qui disent cette fille que j'aimerais ça avoir sa vie. C'est clair. Tout le monde. Comme toi, des fois, tu peux regarder, hey, lui, là, sa vie, ça a l'air cool. Ben oui, peut-être. Mais ça, j'ai appris après ça, je suis rendu pas pire, à ne pas envier la vie des autres. Bravo. Puis, tu sais, à un moment donné, écoute, j'étais célibataire, j'étais plus down, ça faisait un bout que j'étais célibataire, puis, tu sais, j'étais jeune, j'avais 35, 36 ans, là, tu sais, j'étais comme, voyons, j'étais un beau gars, puis je suis fin, tu sais, bon, je suis pas le plus beau, là, mais tu sais, je suis pas si pire non plus, je suis pas un laidron. Là, je me disais, comment ça, je suis pas capable de trouver la bonne fille, puis, tu sais, crime, puis que... Puis là, tout d'un coup, je voyais cet artiste-là, un artiste que je nommerais pas, tu sais. Puis il postait des photos avec sa famille parfaite. Puis, tu sais, comme tout habillé pareil, dans les tons de beige, la belle maison, l'enfant, le chien. Puis ça m'avait donné. J'avais tombé sur une photo de lui, puis ça m'avait donné. Okay. Pendant une journée ou deux, j'étais resté là-dessus. Puis pas longtemps après, une semaine ou deux après, séparation. Je vois qu'il se sépare, tu sais. Puis je m'étais surpris à envier ce gars-là plusieurs fois auparavant. Puis le hasard a voulu que je travaille avec lui plus tard, puis qu'on se ramasse sur un même spectacle, une affaire, puis il me disait, tiens, j'étais tellement malheureux. Quand je postais ces photos-là, j'étais en dépression, ça marchait plus avec ma conjointe, j'allais briser ma famille. Ça faisait des mois que ça marchait plus, on essayait de sauver notre couple, de se séparer, mais publiquement, j'essayais de montrer que tout était beau. Puis ça a été une leçon. Ça, je me suis dit, puis je l'ai écrit dans mon premier livre, à partir de maintenant, je ne vais plus jamais envier la vie des autres parce que tu sais pas ce qu'ils vivent. Le gars là, qui est millionnaire, que la Porsche, en dedans, il est peut-être... Tu le sais pas? Tu sais pas, il n'y a peut-être pas de valeur, il n'y a peut-être pas eu de parents, il n'y a peut-être pas de parents aujourd'hui. Tu sais, tu sais pas ce que les autres. Mais ça, là, ce que tu as comme réflexion, je l'avais moi aussi. Tu sais, j'avais eu des belles émissions, j'avais connu des succès de coups, pow, tout arrête. En plus, je me ramasse, je me divorce, ça marche plus. Et là, je me reprenais à penser, à dire, mon Dieu, tu sais, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça, j'ai pas de blonde, j'ai pas d'enfant, puis ça, j'avais 40 ans. Puis Jean-Pierre me dit,
le bon Dieu nous gâte aux besoins, pas au mérite. Si t'as pas ces contrats-là, si t'as pas cette femme-là, si t'as pas ces enfants-là, c'est peut-être parce que t'en as pas vraiment de besoin maintenant. Alors, comme je te dis, avec le recul, je sais qu'on est tout le temps le chanceux de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un quelque part qui se battrait pour avoir ce qu'on a. C'est pour ça que on se laisse sur la pause, mais en même temps, on se laisse sur la gratitude. C'est ce qui nous sauve. La gratitude, la prière de la gratitude, c'est l'antidote à l'envie et à la jalousie. Alors, je suis avec Étienne Drapeau. On fait une petite transition musicale, petite pause, puis on vous revient après avec les questions surprises à notre invité. Vous écoutez l'émission Porte-Parole sur les ondes de Canal M. Ici, Jean-Marie Lapointe. Je suis avec mon chum Étienne Drapeau et... Écoute, j'ai pas vu le temps passer. Pourtant, j'ai le chronomètre dans le fond, je le sais, mais c'est tellement passionnant de t'entendre. Puis c'est tellement le fun d'entendre un gars qui, de l'extérieur, beau, grand, bonhomme, tu sais, je t'ai vu, t'as une belle blonde, t'as une belle vie, mais t'as surtout une belle intériorité, t'as un beau cheminement spirituel. Et c'est ça qui est le fun. Je veux dire, quand tu te ramasses sur une scène, t'es derrière un micro avec ta guitare ou pas, parce que des fois, dans ta conférence, tu partages. Il y a un beau vécu. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans la deuxième partie de l'entrevue, j'ai un chapeau avec des questions. Et c'est toi qui les piges, tu les lis. Alors ça nous donne l'occasion d'avoir accès à une autre intériorité de toi, mais c'est même pas moi qui les pose. OK. C'est toi, c'est la providence, c'est le hasard. C'est le hasard. C'est un peu les biscuits chinois. C'est ça. C'est à peu près ça. Exact. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Hey, tu parles d'une bonne question. Si je peux avoir un super pouvoir, je pense que ce serait de faire en sorte d'enrayer la pauvreté. Okay. Que tout le monde ait un minimum. Être archi riche, j'ai toujours voulu, moi, faire beaucoup de sous, mais pas pour m'acheter une Ferrari. Même quand j'étais joueur de hockey puis je voulais faire bien des sous. On essaie de donner des réponses rapides, hein? Correct. J'ai toujours voulu faire du bien puis j'aurais donné mon argent à tout le monde. Fait que faire en sorte que plus personne manque de rien. Si c'est un super pouvoir, ça serait le mien. Ça me fait penser, c'est drôle, on en parlait avec Catherine Brunet, qui était une invitée qui est venue à l'émission. On a parlé de l'admiration qu'on avait pour Keanu Reeves, qui a fait des centaines de millions. Il s'est gardé une fraction de ça et il a créé sa fondation. Il donne une tonne de fric. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu ton slogan, ton super pouvoir, ça serait de partager ta super fortune. Je te le souhaite. Ouais, je me le souhaite aussi. Je te le souhaite. J'adore ça, les petites questions. Ben oui. C'est vraiment cool. Les biscuits chinois. Les biscuits chinois. On va retenir ça. Peux-tu nous raconter un moment où tu as eu l'air vraiment fou? Ça doit pas manquer, ça. Il doit en avoir une pelletée de moments où j'ai eu l'air vraiment fou. Le dernier qui me revient en tête, dernier spectacle. Écoute, je suis là devant ma foule, puis je dis, j'ai une belle nouvelle récemment. Tu sais, j'ai sorti un album de Noël il y a 2 ans. Là, c'est une tournée de Noël que je fais. Puis je dis, hey, la gang, vous savez pas quoi, je suis tellement fier. Là, j'ai dit de vous le dire, parce qu'un album de Noël, ça s'écoute 1 mois et demi par année, puis ça fait rien que 2 ans qu'il est sorti. Je suis tellement fier de dire que grâce à vous autres, j'ai atteint le chiffre magique de 1000 écoutes sur les plateformes. Là, le monde m'applaudit, puis tout ça. Puis là, d'un coup, mon père, mon gérant, est chrétien. Là, je vois, voyons, mon père qui crie de quoi pendant le show, c'est jamais arrivé de la vie au complet. Fait que là, il me dit, c'est pas 1000, c'est 1 million. Et là, je réalise que j'ai dit 1000. Puis là, j'avais des chums qui étaient là, des amis. Puis là, il y a un chum de mes amis, puis il dit, quand il a dit ça, j'ai dit, coudonc, 1000, il est fier, il faut qu'il commence à quelque part. 1000. Coudonc, on va l'encourager, on va aller sur son Spotify, parce que 1000, écoute, Spotify, c'est rien. Mais moi, j'étais tout fier. Puis là, je fais, j'ai-tu dit 1000? Tout le monde dit oui. Là, j'ai dit, vous êtes donc bien fait. Le monde m'a quand même applaudi, tu sais. Par politesse. Par politesse, mais là, j'ai eu. C'est la dernière qui me vient que j'étais un peu gêné. J'ai dit, non, c'était pas 1000, c'était 1 million. Bravo pour 1 million. C'est le fun. Bravo. C'est 1 million d'écoutes d'une toune ou de l'album? De l'album, oui. Comment il s'appelle ton album? On va faire une l'album blog. Noël amoureux. Noël amoureux. Ah, je te dis, toi, t'es mon grand romantique. Hein? La plus grande déception de ma vie, j'ai même pas besoin d'y réfléchir 2 secondes, c'est le hockey, de ne pas avoir atteint la Ligue nationale. Moi, toute ma vie, je ne rêvais que d'une chose, c'était de joueur de hockey. Quand j'ai eu des grosses blessures, grosses déchirures de laine, reconstruction de laine à l'âge de 20 ans, que le Canadien m'a pas signé de contrat, j'ai appelé mon père, j'appelais mon père en pleurant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je suis pas joueur de hockey? J'avais beau écrire, j'avais beau chanter un peu, jouer de la guitare, je commençais à faire des spectacles, mais j'avais tellement voulu être un chanteur que c'était le pire moment de ma vie. Ma vie était terminée pour moi. Ouais. C'est un peu la conclusion de mon premier livre, c'est que le pire moment de ma vie a été le début de ma nouvelle vie.
qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui, puis aujourd'hui, je la changerai plus pour rien au monde. Une chose que j'ai apprise, il n'y a jamais rien qui t'arrive aussi éprouvant, aussi difficile que c'est, qui n'est pas pour le mieux. Tu disais, rappelle-moi ta belle phrase, que la vie te donne... Le bon Dieu nous gâte au besoin, pas au mérite. Pas au mérite. Parce que toi, dans ton petit cœur de petit cul de joueur de hockey, tu méritais la Ligue nationale. Ouais, mais c'est peut-être pas ça que j'avais besoin, puis c'est peut-être pas là-dedans que la vie voulait m'envoyer. Donc ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, mais j'ai compris, là, j'ai 46 ans, je suis pas vieux, mais chaque chose difficile qui m'est arrivée, je rentrerai pas dans les détails, mes pires peines d'amour avec la fille qui a été le plus tough avec moi, qui m'a fait le plus de peine, qui m'a fait vivre des affaires pas possibles. Je ne jouerai pas à victime, c'est pas ça que je veux faire. Non. Mais ça m'a pris ça, parce que j'allais toujours vers un type de fille très provocante, qui est un petit peu dans l'artificiel et tout ça. Et si j'avais pas vécu la pire histoire d'horreur, 3 mois après ou 6 mois après, je rencontrais ma blonde avec qui je suis depuis 7 ans, puis je veux faire ma vie avec elle. Ça a été un cadeau. La vie m'a envoyé ce que j'avais besoin parce que ça m'a fait, OK, là, ça fait... Toutes tes relations amoureuses n'ont pas marché dans ta vie. Tu es le seul dénominateur commun, mais tu vas toujours vers le même genre de fille. À un moment donné, vas-tu comprendre? Là? Puis là, elle m'a envoyé la pire épreuve. Puis si j'avais pas eu ça, ma blonde, quand je l'ai rencontrée, c'était une fille de région, c'était une belle fille, mais c'était une cowgirl, les petites bottes de cowboy, elle avait aucun maquillage, elle était toute simple, quasiment pas tomboy, mais tu sais, puis j'ai triper sur son potentiel tout de suite, c'est fait que c'est ça. Ouais. Mais le hockey, ça a été la plus grande déception de ma vie, puis aujourd'hui, ça a été la meilleure chose qui peut pas arriver. T'sais. Ce que j'appelle, moi, des cadeaux mal emballés. Sur le coup, c'est l'expression. Puis moi, quand j'ai vu ta blonde, c'est drôle parce que ma blonde et la tienne se ressemblent dans le côté... Ma blonde vient de la campagne, c'est une fille de la Mauricie, puis elle est belle en crise. Pareil, puis ta blonde est belle en crise aussi. Il y a des similitudes. Oui, mais... Ce qui est cool, c'est que c'est pas des filles de mon milieu, c'est pas les filles de mon niveau d'éducation où j'ai grandi. Tu parlais d'équilibre tantôt. Mais quel équilibre! Je veux dire, c'est la première fois en 20 ans que j'ai l'élan de m'acheter une maison avec quelqu'un puis de vouloir construire. Première fois en 20 ans. Ah ouais? Parce que moi aussi, comme toi, j'ai courroyé après le même casting. Ça n'a jamais donné de quoi de bon. C'est jamais. L'équilibre. Ah oui, ouais. Comme je t'ai dit, le bon Dieu nous gâte au besoin pour mérite. Mais j'avais besoin de rencontrer Amélie. Voilà. On la salue. Voilà, c'est ça. As-tu des regrets? Si oui, quels sont-ils? Je suis capable, ça c'est extraordinaire, parce que je suis capable de regarder en arrière et de me dire que dans ma vie, j'ai pas de regrets. J'en ai pas. Je n'en veux pas. J'en ai pas de regrets. Puis tu vois, j'y ai pas réfléchi longtemps. J'en ai pas parce que tout, ça a l'air cliché de dire ça, mais tout ce que j'ai fait m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Y compris de ne pas avoir fait la Ligue nationale. Y compris ça. Puis y compris un ou deux moments que ça a tiraillé un petit peu, que mettons, il y a une fois, peut-être une fois et demie dans ma vie, ma mère, dont je suis proche, que c'est ma meilleure amie, tu sais. À un moment donné, justement, l'histoire d'amour qui était tout croche, ma mère, qui a un 6e sens, qu'on dit, un 6e, un 7e sens. 6e. Ne l'aimait pas, parce qu'elle avait catché qu'elle me ferait de la peine. Tout le monde aimait ce fille-là, était non bien fine. Puis ma mère avait catché que, tu sais, puis ça me fait de la peine. Tout le monde aime ma blonde, sauf que je le sais que ma mère, elle peut pas mentir. Ça me vient de elle, peut-être, de dire la vérité. Ma mère, elle ment pas. Fait qu'elle était incapable, puis je la connais comme je l'avais. Puis, tu sais, il a fallu que j'aille parler à ma mère puis d'en discuter pour qu'elle ait le courage de me dire des choses difficiles. Parce que dire quelque chose de difficile à quelqu'un que t'aimes et dire la vérité en pleine face, c'est dur. Ça prend du courage pour aller voir ton fils puis dire, Étienne, j'aime tout de toi, mais tu sais quoi? La seule chose que j'aime moins de toi depuis que tu es plus jeune, c'est ton choix de fille. Oh my God, le couteau dans le cœur, toi. Fait que ça a fait un petit froid, mais ça m'a fait réfléchir, puis c'est ce qui m'a permis après ça d'apprécier et d'avoir la blonde que j'ai aujourd'hui. Ah ouais, mais c'est parce que la tienne, t'avais des jugements de gosse. Excuse-moi, là. Puis tu connais l'expression en anglais, « A hard cock makes a soft brain ». Excusez, c'est peut-être un peu vulgaire ce que je partage là, mais c'est vrai, nous autres, là, je veux dire, le bon Dieu nous a bien fait. S'il y a trop de sang dans la graine, on pense pas comme faut. On l'a plus ailleurs. Il y en a plus ailleurs, exactement. Oh puis je me permets de rire de nous avec sympathie parce qu'on a eu des choix comme ça. Puis il a fallu qu'à un moment donné, on décide de changer de casting, puis c'est comme ça qu'on est heureux. Voilà. Il ne faut pas avoir trop de regrets, à moins qu'on a fait quelque chose de très grave, là, puis on peut demander pardon après, mais des vrais regrets, des choses que... T'es chanceux, t'en as pas? Non, que j'ai fait, que j'ai eu assez de présence d'esprit de ne pas faire de vraies choses dans ma vie qui allaient trop loin, ou comme trop méchante, ou de faire de la peine, ou de blesser, ou tu sais. Ouais. Au paradis, mettons qu'il existe, qui as-tu hâte de retrouver et pourquoi?
C'est une bonne question. J'ai pas perdu beaucoup de gens proches. Non. J'ai surtout hâte de savoir s'il y a un paradis. J'ai hâte de savoir. J'ai surtout hâte d'aller retrouver ce qui se passe après. J'ai accordé beaucoup plus d'importance. On n'aura pas assez de temps pour en parler aujourd'hui, mais j'ai accordé beaucoup plus d'importance J'ai grandi dans la religion. Ouais. J'ai décroché de la religion pendant pas loin d'une quarantaine d'années. Et depuis quelques années, c'est pas que je suis redevenu pratiquant ou tout ça, mais je me questionne beaucoup plus sur les grandes questions métaphysiques sur Dieu, sur l'existence de Dieu, de d'autres choses, de ce qui est la vérité, Mais tu as une présence spirituelle dans ton quotidien. Puis tu sais, quand on parle de spiritualité, la pratique de la gratitude, c'en est une, ça. Donc, tu as un entraînement à la spiritualité, puis tu as une curiosité spirituelle, que ce soit à l'idée de ce que tu viens juste de dire, de ça existe-tu le paradis? Puis oui, ça ressemble à quoi, tu sais? Je me questionnais là-dessus, puis je me disais, tu sais, le paradis, tu sais, la vie éternelle, tu sais, les histoires des Saintes Écritures. La vie éternelle, est-ce que tu vas vivre éternellement? Est-ce que le paradis n'est pas déjà ici sur Terre? Puis tout ce que tu fais de beau, puis ce que tu as fait de beau dans ta vie, va te survivre. Aux chances où quand tu vas partir, quand tu vas quitter, ce qui va rester, c'est tout l'amour que tu as donné aux gens. C'est sûr. Ça, c'est-tu pas l'éternité? Ben, ce que tu as transmis, tu vas le transmettre. Tu le transmets à des jeunes. Tu disais que tu n'as pas d'enfants, mais combien de jeunes? Tu as aidé combien de monde? Tu as aidé qui vont se rappeler de toi, qui vont le transmettre à leurs enfants et vice-versa. Donc, toi, as-tu des enfants, là? J'en ai pas, mais il va falloir que j'en fasse, là, parce que là j'arrive à un âge où là, ça commence à être border. Là. Toi, t'as quel âge? 46, là. Puis ta blonde? Elle a presque 30, là. Puis elle, est-ce qu'elle a l'élan d'être maman? Elle, oui, absolument. Okay. Puis moi, je le ressens là, de plus en plus. Oh! Mais comme tu disais, t'as pas acheté de maison. Moi, j'avais jamais habité avec une fille avant l'âge de 40 ans. Là. Il n'y était pas question. Là. Moi, c'était ma carrière. Ouais. Puis tu sais, à un moment donné... j'ai passé proche de passer à côté de ma vie à cause de ma carrière. Moi, c'était ma carrière, et je regardais pas pour faire ma vie avec quelqu'un, tu sais. Fait que j'ai longtemps, à un moment donné, j'ai réalisé que j'ai peut-être passé proche de passer à côté de ma vie à cause de ma carrière, tu sais. Fait, au bout de la ligne, qu'est-ce qui va me rester? Ça sera peut-être ma femme, mes enfants, ce que j'ai créé, j'ai bâti, ma carrière, c'est une chose, mais aujourd'hui, je pense différemment, tu sais. Oui, mais il y avait bien des gars et des filles, mais je connais des gars qui... leur carrière, c'est leur vie. J'ai un de mes amis qui est médecin, puis il trippe. Oui, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, mais son travail, sa mission... C'est sa carrière. C'est sa carrière, et il est bon là-dedans aussi. Donc, je pense que c'est une question de gain. Ce que tu reçois dans l'investissement que tu mets dans ta carrière... Si ça te donnait de la merde, ça ferait longtemps que tu ferais autre chose. C'est que tu es enrichi de ça aussi. C'est ta mission de vie, parce qu'on voit souvent dans les trucs de psychologie, développement personnel, de vraiment définir ta mission de vie, puis ça t'aide. Tu sais, c'est comme ton GPS. C'est dans chaque situation, au lieu de te demander tout le temps, je prends quelle décision, c'est t'es en ligne avec ta mission de vie. Moi, ma mission de vie, ça a été d'utiliser la parole bienveillante pour vivre ma vie dans le service aux autres, pour faire du bien. C'est ça. Tout ce que je fais, dans toutes les choses que je fais, c'est ma motivation de me lever le matin. Si au final, ce que je fais me permet de faire le bien, de faire du positif dans la vie des gens, fait que c'est là que tu dis ton chum, lui, il était médecin, puis c'est là-dedans qu'il se retrouve. Ben moi, dans tout ce que je fais, dans mes livres, dans mes conférences, dans mes chansons, si ça s'imbrique. Donc peut-être, j'ai pas, encore une fois, pas besoin de choisir entre ma famille ou entre ce que je fais, ma vie personnelle. Je pense que c'est tout un tout. Mais moi, je pense que le tout sert tout dans ta vie. Fais juste... Je vais te relire la phrase de Viktor Frankl du début de l'émission. L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais de ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de lui donner un sens, à tous les jours, à chaque heure. Bon, ben c'est ça. C'est exactement ça. Donc, est-ce que présentement, ta vie a du sens? Ouais. Ben, pose-toi plus de questions. Ouais, puis j'ajouterais, arrête de poser des questions à la vie. C'est la vie qui te pose la question. Exact. Puis c'est à toi d'y répondre. Ben, exactement comme ton histoire d'examen, là. Même affaire. Si tu pouvais recevoir à souper n'importe qui à travers le monde, ça serait, ça c'est sans hésitation, Dr. Jordan Peterson. Oui, je le vois sur Instagram. Un mentor pour moi. Il est très controversé, fait que je fais attention quand je dis ça parce qu'il y a des propos controversés sur sur certains domaines, il n'y a pas la langue dans sa poche. Mais au niveau psychologique, c'est de l'allure. Il a étudié, il a vendu des dizaines de millions de livres, il était professeur à Harvard, il a mis tout son corpus universitaire en ligne. J'ai écouté des milliers d'heures de ses cours universitaires. J'ai probablement fait l'équivalent d'un bac en psychologie. J'ai écouté tout ce qui se trouve de cours, puis il a mis tous ses cours en ligne depuis les années 90. Il est touchant en plus. Il est capable d'aller dans la vulnérabilité. Moi, je l'ai vu pleurer, ce bonhomme-là. Il m'a beaucoup touché. Oui, il est peut-être controversé, mais à ce moment-là, moi, je vais focusser sur le beau de ce qu'il dit. Qu'est-ce qui m'enseigne, qui m'élève?
Pour moi, Le Jordan reste... Peterson, c'est le Socrate des temps modernes. Ah ouais, hein? À ce point-là. Oui, je pense que dans 100 ans, ou un Carl Jung, je pense qu'il est dans la lignée des grands psychologues. Tu as eu Freud, tu as eu Adler, tu as eu Carl Jung, Carl Rogers aux États-Unis, mais Jordan Peterson, d'après moi, c'est dans cette lignée-là. C'est une belle personnalité moderne dans ses enseignements. Je pense qu'on a le temps d'une autre garde. Une dernière. Ah, ouais, donc. Le plus beau jour de ta vie, ça a été quoi? C'est aujourd'hui. Puis je le dis avec une sincérité parce que hier n'existe plus, parce que demain, on ne sait pas si on va être encore là. Le temps est relatif. Moi, tous les matins de ma vie, je me réveille et je me dis aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie. Je me le réveille, je me le dis dans les bons moments, dans les pires moments. T'en as pas d'autres journées puis tu le sais pas si tu seras pas là. Fait que ce que j'ai vécu aujourd'hui, ce moment-là que je vis avec toi, je l'avais jamais vécu. Ben non. Fait que c'est nouveau. Fait que moi, la plus belle journée de ma vie, c'est toujours chaque nouvelle journée qui commence. J'essaie de vivre le plus possible dans le moment présent. C'est ça aussi la gratitude, d'apprécier chaque journée pour ce que c'est. C'est sûr qu'on pourrait dire, c'était quoi la plus belle journée? C'est peut-être quand tu as fait Star Academy ou ci ou ça. Mais on devient ce qu'on pratique. Puis à force de me dire que chaque nouvelle journée de ma vie est la plus belle journée de ma vie, j'aurais de la misère à dire c'est quoi la plus belle journée de ma vie. Au sens où quand j'ai chanté à l'Olympia de Paris avec Lynn Delemay, ou quand j'ai su que je faisais Star Academy, ou quand j'ai fait Don Juan, j'avais un des gros rôles devant 3000 personnes. Je m'aime, ça va faire drôle de dire ça, mais que ma première réflexion a été, tu sais quoi, la plus belle journée de ma vie, c'est aujourd'hui. C'est là. Écoute. Tant mieux si je me crois en disant ça. Ben, puis pas juste ça, je veux dire, tu fais aussi partie des happy few qui ont peut-être compté un but qui a fait gagner son équipe, puis que les gens criaient dans l'assistance. C'est un buzz, mais c'est pas nécessairement le plus beau jour de ta vie, pour autant, tu sais. Alors, je termine l'émission avec Étienne Drapeau, et puis la dernière question, la voici, c'est simple, tu vas compléter les 3 petits points. Étienne Drapeau, c'est 3 petits points. Ça, là, c'est la question la plus importante d'une vie. La plus importante d'une vie, la plus difficile, qu'est-ce que t'es? Ou à la limite, qu'est-ce que tu souhaites être? Parce que ce que t'es, c'est une chose. Ce que tu souhaites être, est-ce que tu l'es vraiment? Les gens, on peut s'imaginer être quelque chose puis ne pas l'être. Ah, mon Dieu, ce que je suis, j'espère que je suis quelqu'un qui a la vérité comme plus haute valeur, que je vais jamais mentir, dire la vérité, être authentique, être ce que je suis, puis que les gens vont se rappeler de moi comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui a voulu faire une différence puis qui a fait une différence. Est-ce que c'est ça que je suis? C'est quelqu'un, en tout cas, moi je dirais qu'Étienne Drapeau, c'est quelqu'un qui part sa parole bienveillante à tous les jours, dans le quotidien, quand je vais au Tim Hortons, quand je parle à la dame qui fait le ménage dans ma chambre d'hôtel, par mes textes, par mes livres, par mes chansons, par mes spectacles, c'est quelqu'un qui veut faire une différence positive dans la vie des gens. Est-ce que je réussis? Je pense humblement que pas si pire, puis j'espère d'être capable de le faire encore longtemps puis de le faire le plus longtemps possible pour le plus de gens possible. Déjà de l'avoir comme intention, c'est fabuleux. On touche du bois. Merci, Étienne Drapeau, pour cette belle heure qui a passé comme ça. Fucking vite. C'était l'émission Porte-Parole, qui est une idée originale de Marie-Philippe Lemarbre. La musique DJM, à la direction, à la radio ici, le directeur c'est Philippe Lapointe. Chef diffusion Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde Mathieu Tessier, à la recherche, à la coordination Claire Guérin, aux réseaux sociaux Gerly Ormelet. Ici Jean-Marie Lapointe, vraiment de tout cœur, merci d'écouter cette émission Porte-Parole. Je vous dis à très bientôt.